il a gardé son statut de père. Ça n'a pas du tout fonctionné, cette stratégie-là, mais ça a quand même été très présent et ça a eu un impact extrêmement, enfin, pour le père, vraiment très important. Alors, ce que je voudrais ouvrir, c'est peut-être un peu les hypothèses que j'avais évoquées vis-à-vis de ma thèse. Il y a une hypothèse que moi j'avais relevée qui était de savoir est-ce que ces pères trans allaient représenter enfin, donner une définition de leur expérience de paternité comme très proche des stéréotypes sociaux qu'on attend du père. Eh bien, le constat que je dois faire, c'est que oui, c'est très proche. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on est du coup sur... alors, je pense qu'il y a, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a une première chose qui est le fait que c'est dans le cadre d'une recherche que j'interroge ça. On demande à des parents de venir, de parler de leur expérience de parentalité à visée de recherche. Donc, il y a quand même des enjeux conscients ou inconscients, mais quand même de vouloir dire que tout va bien. Et tout va bien, c'est quand même plutôt de rentrer dans la norme. Donc, il y a peut-être un peu cet objet-là. Néanmoins, du coup, faut aussi se penser, se dire que même on peut être une personne trans et ne pas non plus échapper aux stéréotypes de genre et à ces aspects-là. Donc, il y a également ces aspects-là à prendre en compte. Et puis aussi, on est sur une configuration, du coup, comme je vous l'ai dit, dans ma population, une configuration parentale très spécifique, d'un couple qui reste hétéronormé, avec aussi des attentes lors du parcours qui étaient très hétéronormées. Donc, bon, on rentre aussi sur toute une histoire de tout un parcours. Bon. Alors, il y avait du coup aussi, moi, une hypothèse que j'avais en ouverture, qui est aussi cette question du genre de l'enfant et de la façon dont cette question pouvait un peu interroger le père, éventuellement le mettre en difficulté, peut-être le mettre en difficulté aussi sur des potentiels assises narcissiques en tant que père, vis-à-vis de compétences qu'il pouvait avoir à pouvoir accompagner son enfant dans sa vie, mais aussi dans son genre. Qu'il soit en concordance ou pas avec son assignation de naissance, mais enfin que cette question était probablement présente et qu'elle était à considérer. Y a une autre aussi hypothèse qui est du côté de la façon dont on peut penser la transition en général. Finalement, dans l'expérience d'une vie, la parentalité, c'est aussi un moment important dans l'identité de soi. Et dans le cadre aussi d'une personne trans, dans un parcours de transition, on peut imaginer que le temps aussi d'accéder à une parentalité, en l'articulant aussi avec des questions de genre, parce qu'elles ne sont pas non plus sans lien. La question est de savoir comment est-ce qu'elles s'articulent, mais elles ne sont pas sans lien. Comment est-ce que ça ne peut pas aussi s'inscrire dans le cadre de cette question et dans ce parcours de transition de genre? En ce sens que finalement, je crois que c'est peut-être intéressant aussi d'avoir à l'esprit que finalement une transition de genre, c'est peut-être pas non plus quelque chose qui a un point final absolument, mais qui peut se continuer, pas vraiment, que ça peut être important d'avoir l'esprit. Exactement. Et une autre hypothèse que je soulevais dans ce travail, qui est autour du coup davantage, c'est pour ça que j'ai quand même beaucoup parlé de la question de la médecine, de l'évolution aussi des représentations médicales pour les professionnels de la santé eux-mêmes, c'est que ma thèse se fait auprès d'une population qui a eu tout un parcours de soins, à la fois du côté de leur transition médicale, mais aussi du côté de l'aide médicale à la procréation. Dans le cadre de leur parcours de soins, je ne l'ai pas précisé, mais c'est quand même important. À l'époque, ils étaient rencontrés par un médecin biologiste et ils avaient deux rendez-vous avec un psychologue ou un psychiatre, ce qui n'était pas du tout demandé pour les couples hétéro-cisgenres. Donc ça, c'est quand même un élément qui a dû participer aussi à des interrogations et à des moments aussi peut-être de fragilisation aussi du côté de leurs assises narcissiques et qui peut aussi... voilà, c'est la question que je pose. Dans quelle mesure ces signes d'intranquillité que je relève, qui ne sont pas relevés non plus à n'importe quel moment, qui sont relevés au moment d'une recherche qui est faite à la suite de leur parcours,
qui s'intéresse quand même à savoir comment est-ce que ça se passe, il y a aussi des enjeux probablement de transfert qui apparaissent vis-à-vis de ces personnes et vis-à-vis de l'équipe de soins qui les a pris en charge, qui les a accompagnés et que nous, équipe de recherche, on vient aussi représenter, puisque notre recherche était totalement en lien avec le service de l'hôpital. Et un autre point qui est un point qui m'a peut-être un peu surpris, c'est que la dimension du donneur n'est pas du tout présente dans les entretiens. C'est pas du tout présent. Alors, je crois qu'il est important peut-être de davantage considérer que c'est certainement ma méthodologie qui a peut-être pas permis de pouvoir y accéder. Ma méthodologie est peut-être aussi à nouveau le sens de cette étude, c'est-à-dire que cette étude s'est portée pour ces personnes trans à qui on demandait de dire quelque chose de leur parentalité vis-à-vis de leur situation de transidentité. Finalement, la question de la place du donneur était peut-être pas centrale. Alors, je pense qu'elle doit peut-être pas avoir une place centrale, en tout cas pas une place aussi centrale que des couples hétérosexuels cisgenres qui ont un parcours d'infertilité. Je pense qu'il est aussi à considérer, et peut-être de façon plus générale, finalement, le type d'infertilité vis-à-vis duquel on est confronté en tant que couple. C'est-à-dire que je pense que de la même façon pour un couple hétérosexuel cisgenre, c'est pas pareil d'être dans une situation d'infertilité parce que on découvre une azoospermie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de spermatozoïdes chez l'homme cis parce qu'il a eu une opération quand il était enfant et on le découvre très tard, au moment où il a un projet parental avec sa compagne. On s'y attend pas du tout, moment auquel on n'est pas préparé. D'une situation où on va avoir recourir à un don de sperme dans un couple hétérosexuel cisgenre parce que on a découvert que dans nos antécédents ou même nous-mêmes, on a une maladie, par exemple, génétique qui présente un risque de transmission. Il y a aussi ces indications-là. Et donc, dans ces cas-là, alors il y a aussi la question de savoir à quel moment on découvre ça. Mais du coup, savoir être préparé aussi un peu à l'idée qu'on va devoir en passer non seulement par un parcours d'AMP et par le recours à un donneur ou une donneuse anonyme ou non anonyme, c'est pas totalement la même chose que de le découvrir et de s'y confronter au moment où on a là un projet parental avec une représentation qu'on a à laquelle on n'était pas préparé. Donc je pense qu'il y a vraiment des éléments de ce côté-là qui sont pas du tout les mêmes. Et en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans mon travail, on a également fait la même chose avec un autre groupe, un groupe de couples hétérosexuels cisgenres en situation d'infertilité qui ont eu recours à un don de sperme et à qui on a proposé exactement la même chose. Donc ce matériel-là, je l'ai également auprès de cette population-là. Et puis on a même fait la même chose, mais ça c'est parce que c'est pour des arguments du coup un peu... dans des études statistiques, avoir un groupe contrôle. Donc, on a fait la même chose avec des parents qui n'ont pas du tout eu recours à un processus d'AMP. Et voilà. Donc là, en fait, on est en train de terminer l'analyse du groupe 6 infertile. On n'a pas encore les résultats, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la place du donneur est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus présente dans les résultats. Et ce que je vous propose, c'est qu'on termine sur ça et qu'on ouvre la discussion. Je prends une toute petite pause et je reviens. Je suis désolé, j'espère que ça a été du coup assez clair. Sans le PowerPoint, je me rends pas bien compte. Ok. Ok. Super.
Ouais. Vous n'avez pas précisé comment dire, comment l'équipe de Cochin a fait appel à ces couples. Enfin, j'imagine qu'ils les ont recontactés, Non, et non, peut-être non. quelques mots Enfin, oui, sur oui. enfin, le nombre de personnes qui ont accepté. En fait, j'ai pas précisé ça parce que mais vous avez raison, c'est extrêmement important. En fait, il y avait beaucoup de choses à dire, du coup, j'ai un peu oublié, mais c'est extrêmement important. En fait, la population que j'ai vue, comme je vous l'ai dit, ça s'inscrivait dans la continuité du travail de College Land. Et donc, le travail de College Land s'est inscrit, du coup, au début, face à des demandes qui sont arrivées, en fait, de personnes qui demandaient à pouvoir recourir à un don de sperme, donc avec les arguments que je vous ai donnés, c'est-à-dire d'être un couple hétérosexuel et d'être en situation d'infertilité parce que l'homme n'avait pas de gamètes. Lorsque ces demandes sont arrivées, il y a eu des grands débats au niveau des sécos de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on... Enfin, moi, j'y étais pas, mais il y a eu des débats à savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Euh, et College Land a avancé l'idée que, mais en fait, il n'y a aucun argument pour ne pas accepter ces demandes, donc on ne peut que les accepter. Ce qui a été du coup construit, c'est l'idée de, ok, on accepte ces demandes, mais on met en place une étude. On met en place une étude qui permet de déterminer comment vont ces enfants et comment cela se passe après par la suite. Et donc la condition était qu'on on accède à leur demande, enfin on accepte à leur demande. Ils rencontrent, donc comme je vous ai dit, hein, le médecin, biologiste, 2 rendez-vous psy. Si ça va, ils accèdent au don, puis ensuite, ce qui était demandé, c'était d'être vus tous les 2 ans. D'être vus tous les 2 ans, avec du coup des tests qui étaient proposés aux enfants. Donc c'était des tests développementaux en fait, ou Brunellesine ou Wechsler, un dessin de la famille et puis un entretien. Je crois que c'est à peu près tout. Puis devait y avoir peut-être une échelle d'identité sexuée justement pour les enfants. Enfin. Donc en fait, ces personnes ont été vues tous les 2 ans. Il y a eu une première publication qui est sortie, comme je vous l'ai dit, et il y a eu les critiques que je vous ai dit. Donc du coup, il y a eu la proposition d'avoir un protocole un peu autre, mais ça a été auprès de cette même population. C'est pour ça que je vous parle de biais aussi dans cette étude, parce qu'en fait, il s'agit quand même de couples qui ont été pris en charge avec l'idée de cette condition d'un suivi tous les 2 ans. Donc on a des perdus de vue. Je crois que là, il y a, je vous ai dit combien 16 pères, je sais même plus, 13 ou 16. 16, il y avait plus d'une vingtaine de couples. Il y avait une cinquantaine d'enfants en fait. Donc je sais plus en termes de couples si c'était 20 ou 30, mais donc il y a mais ce qui est tout à fait normal. Enfin, je veux dire, déjà dans la recherche on retrouve ça. Et puis voilà, donc il y a aussi ce paramètre-là qui traverse aussi dans les biais. Bon, il y a toujours des biais dans une recherche de toute façon, enfin, c'est normal. Et puis ça s'inscrit aussi dans une histoire, dans l'histoire de leur parcours. C'est pour ça que je voulais dans cette présentation centrer aussi sur l'actualité en fait de ces questions. Parce que là, ces situations, ce que je présente, eh ben, c'est pas tout à fait la même chose pour les situations qui arrivent, qui sont rencontrées à la fois dans les services d'AMP, mais également en maternité. Enfin, il y a des situations qui sont totalement différentes. J'avais assisté il y a quelques mois maintenant à la présentation que vous aviez fait Clément en ligne Ah oui. sur l'accueil en psychothérapie des personnes enseignantes. C'était super, Merci. je recommande. C'était vraiment très clair et très aidant. Donc j'étais contente de voir aussi. Ravi. Et là, je trouve que c'est des questions très intéressantes qui recoupent pas mal moi les situations que je vois s'installer en général. Et c'est vraiment la population que je reçois aussi pas mal. Et je trouve que c'est assez intéressant le parallèle qu'il peut y avoir entre le parcours de PMA et le parcours de transition qu'il peut y avoir dans certains couples. Je pense à un couple
Ouais, complètement. En fait, d'ailleurs, ce que je trouve, c'est pour ça que je voulais vraiment, dans cette présentation, qu'on fasse un point sur, voilà, c'est quoi la transidentité, parce que bah, la difficulté, moi, que je rencontre souvent, même dans les services d'AMP, mais les retours aussi que j'ai dans les maternités, c'est que en fait, il y a des situations qui arrivent auxquelles les professionnels sont pas du tout préparés, et donc ça panique. Et le problème quand ça panique, c'est que ça pense pas. Et du coup, on se retrouve à juste essayer de rassurer les gens, mais le problème, c'est que tant qu'on fait ça, et ben, on n'arrive pas à accompagner ces personnes qui ont des vraies questions, qui ont vraiment besoin qu'on les accompagne. Et donc, et c'est parce qu'eux aussi s'interrogent sur, bon, bah voilà, qu'est-ce qu'il va en être pour moi là, je pense par exemple à des situations d'hommes enceints voilà, qui portent la grossesse. Alors, parfois, c'est voulu, non voulu, dans le sens où parfois, c'est parce qu'on n'a pas trop d'autres options si on veut avoir un enfant au sein de son couple que de porter la grossesse. Parfois, c'est voulu, mais en fait, c'est un peu difficile que c'est voulu parce que quand on dit qu'on est un homme et qu'on veut porter une grossesse, on dit qu'en fait, finalement, on n'est pas vraiment trans. Et tout ça parasite quand même, je trouve vraiment beaucoup parce que c'est... Enfin, moi, ça me parasite en fait quand il y a tout ça parce que du coup, je trouve que c'est difficile d'accompagner la personne qui est elle-même aussi parasitée avec ces représentations qui viennent de l'extérieur et qui sont que, bon, bah, en fait, concrètement, qu'est-ce que vous éprouvez dans votre corps, donc dans le corps que vous avez, et qu'est-ce que ça vous fait éprouver, la grossesse. Alors, il y a des moments qui peuvent être difficiles, des moments qui peuvent être chouettes, et puis des moments enfin, ça fluctue, et ça, parvenir à l'associer, enfin, l'accompagner, je trouve, de représentations qui soient pas des représentations qui soient enfin, un champ de possibles en fait nouveau, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Je vais en profiter. C'est très bizarre, encore une fois, de reprendre le micro. Mais je vais en profiter justement pour rebondir sur cette question des pères trans enceints. C'est important qu'on puisse en parler. Je sais pas si quelque part il en a été question justement jusqu'à présent de manière clinique et bienveillante, puisqu'il faut quand même penser en tant que professionnel de la périnatalité tous les enjeux de ces grossesses sur le plan psychique. Évidemment dans les enjeux de dysphorie spécifiques aux personnes trans, par exemple, du fait d'avoir ce ventre qui s'arrondit, d'expérimenter cette grossesse, de ce truc, bon, ça c'est des bouts de récits un peu plus cliniques, mais de l'ordre de vous allez allaiter, ah bah non vous allez pas allaiter bien sûr, mais où la personne se rend compte que dans son identité masculine elle n'a pas été tout à fait reconnue, puisqu'on l'imagine déjà allaiter son enfant du fait de sa capacité à porter une grossesse, enfin tous les liens qui sont faits autour du corps et de la grossesse, et aussi tous les enjeux d'accompagnement dans le postpartum en fait. Parce qu'on peut donc être un homme et faire une dépression du postpartum suite à son accouchement, et ça c'est des choses qui nécessitent un tact infini et une connaissance à la fois, comme vous disiez, à la fois des enjeux trans de manière assez correcte, et des enjeux de périnatalité. Et ça, c'est, voilà, à mes yeux, par exemple, c'est un enjeu qu'on n'explore pas encore et qu'il va falloir cliniquement être en mesure d'explorer. Alors, moi, j'en ai rencontré quelques-uns, mais... Ah oui, il y a longtemps. Vous pensez à Thomas Beatty? Oui. Euh, oui, alors... Alors, bah, justement, c'est intéressant que vous le pointiez comme ça. En fait, c'est lié notamment à la façon dont les transitions des personnes trans se font en France. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, je suis absolument nulle avec les chiffres et les dates, donc jusqu'à il y a quelques années, voilà, ça, j'aurais pas plus précis sans support, malheureusement. Voilà, exactement. Euh, il y avait une obligation qui a été complètement abandonnée, et heureusement, et qui a été euh, euh, amenée à la Cour européenne des droits de l'homme plus d'une fois, pour les personnes trans, pour obtenir un état civil conforme, d'être opéré, ce que disait Nicolas dans le début de sa présentation, et donc de subir, par exemple, pour les hommes trans, une ovarectomie, hystérectomie, et donc de ne plus être en mesure de porter une grossesse.
Et donc beaucoup de personnes trans n'ont pas eu le choix de toute façon de se lancer dans ce parcours-là, que ce soit des hommes trans ou des femmes trans, parce que la préservation de la fertilité n'était pas non plus envisagée à ce moment-là, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Et donc, assez récemment, il n'a plus été obligatoire de faire état de ces opérations pour obtenir la mention de sexe à l'état civil et changement de prénom qui avait été qui avait été précédemment simplifié en mairie et plus au tribunal. C'est très très important ces changements-là juridiques parce que ça fait aussi un certain nombre de personnes qui ont la possibilité dans leur évolution de couple, dans leur projet de couple, d'envisager le fait de porter un enfant. Je pense notamment à des hommes trans qui sont en couple avec des hommes qui de toute façon n'accédaient pas au sécos, puisqu'ils étaient considérés comme des couples gays et n'avaient pas accès à ce genre de dispositif. Pourquoi je dis ça? De toute façon, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir accès à ce genre de dispositif puisqu'ils ont les gamètes, s'ils sont... excusez-moi, je commence à fatiguer. S'ils ont été... dans la possibilité de ne pas faire pratiquer une ovarectomie, hystérectomie pour obtenir leur transition à l'état civil, ils peuvent simplement tomber enceints de façon traditionnelle. Merci. Je commence à me prendre les pieds dans le tapis. C'est pas des publics de sécos précisément. Mais de toute façon, voilà, les publics de sécos sont restreints aussi, sont de moins en moins restreints, mais l'ont été beaucoup. Il y a aussi beaucoup de couples de femmes avec une femme trans qui peuvent, j'imagine, envisager aujourd'hui de demander l'utilisation des gamètes. Oui. Oui. C'est ça. C'est pour ça que je disais j'imagine, parce que ça, j'ai pas été confrontée à des situations. Ouais. Enfin, parce que quand je fais ça, c'est pas que, c'est plus que c'est compliqué, mais normalement ça peut pas être impossible. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et en fait, la difficulté qu'on a, c'est que ces personnes, où est-ce qu'on peut les rencontrer? On va les rencontrer en maternité. Donc là, de plus en plus, je ne sais pas vous les échos que vous pouvez en avoir, mais moi j'ai des échos sur tout le territoire. Hein. De plus en plus de personnes en maternité sont des hommes enceints qui arrivent. Et on les reçoit aussi souvent en libéral en fait. Parce que après, sinon, il y a peu, vu que c'est des situations qu'on ne peut pas accompagner. Alors, ceci dit, c'est un peu différent parce que comme aujourd'hui, on peut proposer des préservations de fertilité aux personnes, on peut du coup quand même les rencontrer et avoir un accompagnement auprès de ces personnes, même si, voilà, en fonction de la configuration du couple parental, un projet de PMA ne pourra pas se faire dans le centre, mais en tout cas, on peut quand même les rencontrer, ce qui peut être du coup déjà pas mal, de pouvoir accueillir un peu les questionnements qu'ils peuvent avoir. Mais on est au balbutiement de ça. Expérimenté et en termes de psychiatrie ou de psychologie clinique périnatale et en termes de, je dirais, de maturité humaniste à envisager les nouveaux visages de la parentalité, ce qui est d'assez caractéristique avec ces personnes trans, c'est qu'effectivement là il y a souvent justement chez des cliniciens plutôt expérimentés, qu'ils soient somaticiens ou psychistes, il y a une difficulté à penser. Et ça, moi, j'étais vraiment ravi de vous accueillir dans ce séminaire parce que, et je dois dire que c'est ce qui s'est produit ce soir, grâce à vous, on peut commencer à se mettre à penser. Mais il m'arrive souvent de dire avec des jeunes stagiaires avec qui on travaille, je
pense par exemple des stagiaires qui étaient complètement ébahis ces années derrière quand nous avions des consultations avec des consultations parents-bébés avec des parents homosexuels, gays ou lesbiens. Ils étaient paniqués par leur difficulté à penser et moi j'ai considéré que en apprenant avec eux que c'était plus intéressant de partir de la reconnaissance et ce que vous avez fort bien dit Nicolas à plusieurs reprises sur l'effort du dire, du nommer et du symboliser, mais mieux vaut partir de la reconnaissance de cette difficulté de penser. Je suis issu très archétypalement d'une lignée hétérosexuelle et j'ai du mal à penser la parentalité avec d'autres visages, quoi. Mais c'est plus intéressant pour un stagiaire psychologue d'accueillir ce tourment et d'en faire quelque chose plutôt que de sortir les mécanismes de défense habituels, du déni ou de l'évitement, hein. Et souvent la panique c'est proche de l'évitement, c'est-à-dire allez parlons vite d'autre chose, quoi. Bon. Ça c'est le premier point que je voulais souligner. Il y en a un autre qui m'a vraiment beaucoup intéressé, c'est ce côtoiement, en particulier dans ce que vous avez pu dire Nicolas, sur finalement les archétypes de ce que montraient là, les nuages thématiques de votre recherche. Bon, être père, la relation père-enfant et la singularité de l'enfant. Donc là, on est dans des choses où on se dit, bah oui, voilà, quelle est donc la spécificité, si tant est qu'il y en ait, de cette paternalité trans. Et puis, il y a l'intranquillité qui arrive. Et là, moi, vraiment, je voudrais vous donner un coup de chapeau. Alors, j'avais lu il y a longtemps votre article, donc je n'ai pas l'effet de surprise, parce que justement, quand je vous avais croisé là, à l'occasion de ce COS, j'avais été attiré, attracté par ce terme, parce que PSOA, on le croise pas souvent dans nos bibliographies, et c'est bien dommage. Et j'avais vraiment été intéressé par ce que vous dites bien, et je pense que ça vaudrait la peine, ça, de le clarifier, sans doute vous l'avez fait, c'est-à-dire, vous avez dit à plusieurs reprises, ce n'est pas de l'angoisse, vous tenez, vous revendiquez à ce que ce soit quelque chose, et vous insistez sur le dynamisme, hein, de cette intranquillité, que manifestement vous envisagez comme étant possiblement aussi une source de symbolisation. Enfin, potentiellement, virtuellement, c'est de la symbolisation, si le contexte le permet, hein, parce que, bon. Donc, ce côtoiement entre finalement un paysage psychique de cette paternalité à travers les pères que vous avez rencontrés dans votre thèse, qui sont à la fois très archétypaux, et qui sont à la fois, avec cette intranquillité, très spécifique. Et les deux exemples que vous avez donnés, ce père qui raconte l'assignation à l'échographie, donc là, c'est pas l'assignation à la naissance, c'est l'assignation prénatale, et cette menace de destitution, hein, de cet autre exemple, ce deuxième exemple que vous avez donné, de ce père en cours de séparation orageuse, et qui est menacé de destitution. Donc, ça, en termes de recherche, je trouve que c'est passionnant. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'attendu et de l'archétypal, et à la fois un certain nombre de choses tout à fait singulières. Et associativement, puisque vous vous intéressez aux aspects associatifs des verbatims que vous recueillez, on arrive après, et là je laisserai Marion sans doute enrichir le débat, parce qu'elle a travaillé sur les dons d'ovocytes et sur les traces du donneur chez les parents qui ont eu affaire aux dons d'ovocytes. Et bon, j'ai beaucoup appris en lisant son travail et sa recherche. Qu'est-ce que sont ces traces comme ça, fantomatiques, de ces donneurs? Et là, vous dites que, justement, vous êtes bien au clair sur le fait qu'il y a des strates de la population qui est très concernée par ces traces fantomatiques du donneur, et puis là, justement pas. Alors, quelles hypothèses, c'est complexe, hein, on est là dans une zone hyper complexe, mais qu'est-ce que intuitivement et spontanément vous avez comme représentation du
fait que finalement, le donneur ne semble pas être, en tout cas dans le cadre de ces entretiens très spécifiques de 5 minutes, hein, parce que vous-même, vous avez été fair play avec le cadre de ces 5 minutes d'entretien. Probablement que d'autres chercheurs ici qui ont l'habitude d'entretiens plus longs et où on insiste plus sur l'aspect associatif, peut-être effectivement, c'est la différence entre faire de la plongée avec le masque ou faire de la plongée avec les bouteilles, quoi. Donc probablement que là, ces 5 minutes-là, on est dans quelque chose d'assez quand même météorique, quoi. Mais cela dit, si ce sont des éléments bien refoulés, par exemple, on peut y rester 3/4 d'heure, une heure et demie, de refouler, restement refoulé, quoi. On a tous fait l'expérience. Mais intuitivement, vous, qu'est-ce que vous en pensez là de ce donneur qui est comme une savonnette, quoi. C'est-à-dire que vous savez qu'il peut faire trace, manifestement chez ces 10 pairs, là, 16. vous êtes chopé, quoi. Ouais. Alors, ma volonté de pas de s'en tenir à ces entretiens de 5 minutes, et pour moi, c'était vraiment un intérêt de n'avoir pas à poser des questions et à aller tirer des choses, parce que je voulais vraiment pas induire, en fait. Donc, et autour de ces questions où on parle de représentation, de panique, je voulais pas, je craignais de pouvoir induire des choses. Donc, je trouvais que c'était assez intéressant de ce point de vue-là. Après, sur mes hypothèses, en fait, je crois que ça tient, enfin en tout cas, il y a quelque chose aussi, la question de savoir comment est-ce que le couple, puisque bon, là on parle de couple, aujourd'hui il y a la question des femmes non mariées qui se pose, mais là on est sur la question des couples, la façon dont on accueille ce don au sein de ce couple dans ce projet parental. Quand on est dans une situation où on a l'idée que le recours au don sera nécessaire presque de prime abord sur un projet parental, on ne l'accueille pas de la même façon que lorsqu'on avait imaginé un projet parental, je dirais traditionnel, où le don apparaît beaucoup plus intrusif, beaucoup moins comme un perturbateur, et avec une ambivalence, c'est-à-dire qu'à la fois on en a besoin, et à la fois en fait on n'a pas trop le choix. Enfin, c'est-à-dire que les discours parce que du coup je travaille dans un sécos, donc je reçois aussi beaucoup de couples qui sont dans des discours, c'est que c'est un peu la dernière, on a tout tenté, parfois des parcours dits en intraconjugal avec des filles, voilà, on a tout tenté, c'est le dernier recours. Et le fait de parvenir, et ça c'est pas simple, hein, mais le fait de parvenir à faire en sorte que ce recours au don soit un choix et non pas quelque chose d'imposé, c'est pas simple. C'est pas simple dans l'accompagnement, et c'est pas simple dans l'accompagnement. Et puis après, on peut pas. Il y a des choses aussi probablement qui peuvent se faire aussi après la naissance de l'enfant. Après, parce que ce qui est quand même aussi très compliqué, parce que moi je reçois quand même beaucoup de couples avant un projet, aux prémices du projet parental, l'enfant n'est pas là, donc il s'agit quand même de discuter de la question de savoir comment est-ce que vous représentez les choses dans un futur totalement hypothétique où on n'est même pas certain que ça fonctionne, surtout dans le cas du don d'ovocytes, parce que c'est très compliqué, il y a peu de dons, et bon, du coup on est sur beaucoup d'hypothèses, donc c'est très difficile c'est pas impossible, hein, mais c'est très, très difficile de réussir à pouvoir ouvrir la porte d'une projection, de se demander comment on va accueillir cet enfant, et donc comment on va accueillir ce don en fait avant, puisque c'est la question du don. C'est pas simple. Là où je crois que lorsqu'on est dans une situation où le don était davantage c'est plus collaboratif, c'est plus voilà, on accueille ce don comme voilà une façon d'avoir ce projet. Vous êtes expert en contraste entre le manifeste et le latent. Je crois qu'ici on est nombreux à partager cette donnée fondamentale en psychanalyse, la distinction entre la vitrine d'une boutique et la boutique et l'arrière-boutique, hein. Et donc on sait aussi que vis-à-vis du donneur, on peut imaginer qu'il y ait en vitrine quelque chose de l'ordre de c'est formidable, merci, quelle générosité. Et puis quand on est face père ou mère à l'adolescent et que l'adolescent fait vraiment chier, on peut avoir des pensées méchantes vis-à-vis du donneur en disant je sais pas de qui tu tiens, mais tu tiens vraiment de lui et t'es pas comme moi, quoi. Enfin, je caricature, mais c'est-à-dire qu'en
entre la vitrine de ce qui est montré et de ce qui peut se passer dans la réalité psychique, il peut y avoir un écart assez impressionnant. Mais du coup, là, ça me fait penser à une question, mais je n'ai pas la réponse et puis j'ai pas d'exemple puisque les situations que j'ai rencontrées, les enfants n'étaient pas suffisamment âgés. Mais je pense qu'une question qui peut apparaître aussi, c'est lorsque l'enfant, alors, traverse l'adolescence, mais même peut-être après, quel rapport il va peut-être pouvoir avoir vis-à-vis de la question de ce donneur et de ce don. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir s'autoriser à pouvoir dire. Bon, après, ça, c'est des choses qu'on retrouve même en dehors du cadre de la parentalité trans ou mais tout de même. Et puis, quelle articulation, du coup, il y a. Ça se retrouve aussi, mais du coup, est-ce que ça se retrouve différemment ou pas? Je sais pas. Ouais, après, oui, oui, non, mais probablement qu'il y a des choses, mais je sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, vous ouvrez un champ. C'est ça aussi qui est passionnant pour nous en périnatalité, c'est qu'il y a une genèse d'un champ de recherche qui est très spécifique et qui est très récent. Donc, bien malin celui qui peut pressentir ce qui va se produire, ce qui va se trouver. Bon. Et on voit bien d'ailleurs que le premier écueil, la caricature, c'était on ne s'intéresse qu'à une seule chose, c'était pareil pour l'homoparentalité, c'est-à-dire c'est de devenir des enfants. Et on a bien vu